son œuvre. Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à midi et on va débattre, on va commenter l'union de la gauche. On en a un petit peu parlé hier, mais visiblement il y a de plus en plus de gens de gauche qui ne veulent pas voter pour cette alliance, en tout cas en ce qui concerne la région parisienne, cette alliance avec la France insoumise. Le sport doit-il rester neutre? On parle du Rainbow Gate en Hongrie avec ce refus d'afficher, d'éclairer le stade aux couleurs de l'arc-en-ciel des LGBT. On va y revenir. Et puis le variant Delta avec le Premier ministre et le ministre de la Santé qui vont dans les Landes. Le Covid n'est pas fini. Pourtant, on sent vraiment un vent de liberté un petit peu partout. Donc on va parler de tous ces sujets. Petit tour de table de ce qui a retenu votre attention, Geneviève. C'est un coup de cœur? Oui, c'est un hommage plus qu'un coup de cœur, peut-être. Hommage pour Jean-Pierre Chevènement qui arrête là cette fois. Bon, il a 82 ans. Et il était à la tête d'une fondation. J'ai pas présenté ceux qui étaient autour de la table. Geneviève Lotzinger, présidente de l'agence Images. Éric Revel, éditorialiste, directeur de la chaîne Azur TV. Bonjour Éric. Vous êtes avec nous à distance. On vous retrouve dans l'édito Écho tous les matins sur Sud Radio. Pierre Jacquemin, rédacteur en chef de la revue Regard, coordinateur de l'ouvrage Dessine-moi un pangolin, pas un pangolin aux éditions du Diable Vauvert. Et Arnaud Benedetti, professeur à la Sorbonne, spécialiste en communication politique, rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire. Vous voulez plus qu'on parle de votre livre, Le progrès est-il dangereux chez Humain Science? Mais en tout cas, la revue Politique et Parlementaire est très intéressante et très toujours extrêmement pertinente avec des très bonnes collaborations. Pardon Geneviève, hommage à Jean-Pierre Chevènement. Pourquoi il est toujours là? Alors il est vivant, il a 82 ans, il va bien, il présidait maintenant une fondation, Respublica, il arrête ses activités, c'est vrai qu'il a 82 ans. Je voudrais rendre hommage effectivement au républicain intransigeant qu'est Jean-Pierre Chevènement, qui est quelqu'un qui n'a jamais abandonné les sujets de sécurité, les sujets d'identité à l'extrême droite, qui a toujours été d'une rigueur. C'est un homme qui sait réfléchir, c'est un homme qui sait écrire, c'est un homme qui sait parler. Ça, aujourd'hui, quand on voit le niveau de notre classe politique, ça n'existe malheureusement plus beaucoup. C'est un homme de conviction. Et pourquoi est-ce qu'il quitte il est un peu fatigué. Il a eu le Covid. Mais bon, c'est un homme de fidélité à ses idées. Et finalement, quand on pense à Jean-Pierre Chevènement, on regrette un peu l'ancien monde. Voilà. Alors, Arnaud, vous, c'est un coup de gueule contre un autre politique. C'est Vincent Payon, dont on a appris hier en Conseil des ministres qu'il était nommé à la Cour des comptes. Alors, si vous voulez, moi, c'est le fait qu'il soit nommé à la Cour des comptes. C'est le symbole, ce que ça signifie aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on avait déjà eu Madame Buzyn qui avait été nommée à l'OMS, après quand même une gestion assez erratique du début de la crise sanitaire. Ça, dans un monde où la précarité est forte, où les aléas sont forts, ça donne le sentiment qu'il y a quand même une autoprotection des élites. Donc c'est un signal, à mon sens, dans le contexte que l'on traverse aujourd'hui, où la relation des Françaises et des Français avec leur classe dirigeante est compliquée. Elle a toujours été compliquée en France, d'ailleurs. J'appelle à la lecture du très bon livre d'Éric Anceau. Aussi, je fais un petit coup de cœur sur les élites qu'il a publié aux éditions Belin il y a maintenant un peu moins d'un an. Je trouve que c'est un très mauvais signal qui est envoyé. Alors, ça passe assez inaperçu. Ça passe assez inaperçu parce que d'abord, on a un peu oublié Monsieur Payon, même s'il a été ministre de l'Éducation il faisait quoi de François Hollande. Il était prof, je crois. Il était professeur. Mais voilà, je trouve que c'est bon. C'est vrai que c'est une tradition dans la République. On nomme beaucoup au tour extérieur, parfois des politiques, parfois un certain nombre de dirigeants d'entreprises publiques dans les grands corps. Mais je ne suis pas sûr que ce type de pratiques soient des pratiques qui soient aujourd'hui acceptables et acceptées surtout. Vous en pensez quoi, Éric ? Oui, d'abord, je voudrais m'associer au coup de chapeau à Jean-Pierre Chevènement, un chapeau à plume et bien bas. Un parcours politique incroyable. Jean-Pierre Chevènement, vous vous souvenez, il a commencé au CRS, à aller gauche du Parti Socialiste. Il a terminé souverainiste, ce qui me va bien dans le contexte d'une Europe fédérale où on voit qu'elle va, à mon sens, dans le mur. Donc Jean-Pierre Chevènement, oui, un homme politique à l'ancienne, comme on n'en fait plus sans doute. Puis comme je vais vous reparler de Dupond-Moretti après, Darmanin. Et puis Payon,
c'est le recasage perpétuel des élites françaises. Ce qui est un peu marrant et qui va faire peut-être grincer les dents, c'est que Vincent Peillon, comme je le rappelais, il était prof de philo. Bon, moi, j'ai rien contre les profs de philo à la Cour des comptes, si vous voulez, mais c'est vrai que ça fait un peu... voilà, c'est des profils plutôt de hauts fonctionnaires, d'énarques, à la Cour des comptes. Bon, je ne sais pas ce qu'il va y faire, il va y prendre un salaire, voilà. Et ça ne fait que, évidemment, accroître, me semble-t-il, le divorce entre la classe politique le peuple, la France périphérique et ces politiques anciens ministres qu'on recase parce qu'il faut bien qu'ils touchent un salaire. Tout le monde doit toucher un salaire. Et tout le monde se bat pour en toucher un, d'ailleurs. Mais il y en a pour qui c'est plus facile que pour d'autres. Ouais, là, c'est la légitimité de ça, Pierre Jacquemin. Moi, je partage à peu près le constat qui est de dire il y a une classe effectivement favorisée ou en tout cas coopté par un entre-soi et qui permet d'acquérir des postes prestigieux, puisque la Cour des comptes c'est quand même un très grand corps. Je partage moins l'idée que des philosophes ou des professeurs de philosophie n'auraient rien à faire au milieu des narques, de technocrates. Au contraire, je pense que... il était narque, je crois, non, Vincent Peillon. Oui, c'est vrai. En plus, au contraire, je pense qu'on aurait davantage intérêt à diversifier aussi les profils tout en acceptant quand même qu'on ait des compétences. Pardon de mon inculture, mais on y fait des comptes, non? Oui, certes, parce qu'il y est, je pense qu'il doit avoir... on y fait des comptes, certes, mais il faut savoir aussi analyser. Mais sans doute qu'il faut... Non, mais bien sûr. Mais pardon, mais juste, je peux terminer. Attendez, Eric, Pierre va finir. Certes, c'est très technique, mais on a besoin aussi de la lecture parfois objectivée, pensée de ce qu'on fait d'un rapport de la Cour des comptes. Et ça, je pense que des sociologues, des intellectuels qui peuvent avoir une autre lecture de ce que l'on fait d'un rapport, comme la Cour des comptes peut le faire, en approuvant, par exemple, des comptes de collectivités ou des comptes d'État, ça peut être intéressant d'avoir un point de vue plus en amont, plus en profondeur, plus intellectuel sur ce que peut être un rapport des comptes. Et j'aimerais juste terminer. C'est l'approche traditionnelle, de la gauche dans un monde parfait. Franchement, je ne sais pas si c'est un apport traditionnel de la gauche. Sur un rapport si, parfois. Pardon, mais ça me fait plaisir de penser que les sociologues. Non, mais c'est un peu. Pardon, mais les poètes. Éric Revel, pardon, mais les héritiers de Rimbaud à la Cour des comptes. Pardon, mais Éric Revel, prenez par exemple le sujet de baccalauréat de sciences économiques et sociales, qui pose la question de savoir, qui demande aux lycéens de s'interroger ou de prouver justement que les politiques d'austérité, les politiques de flexibilité peuvent conduire à la réduction du chômage. C'est un devoir de technocrate qui a pensé ça. Et s'il y avait eu des penseurs, des philosophes qui avaient pensé la chose économique de manière différente, je pense qu'on ne serait pas dans le marasme économique tel qu'on est. Et je peux dire juste un mot sur Chevènement quand même. Vous le direz au retour parce que c'est l'heure du journal, il est 11h quasiment et vous le direz au retour. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio pour débattre, commenter l'actualité aujourd'hui avec Arnaud Benedetti, professeur à la Sorbonne, spécialiste en communication politique et rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire. Pierre Jacquemin, rédacteur en chef de la revue Regard. C'est la revue de Clémentine Autain, on peut le dire comme ça. Oui, et de Elsa Faucillon, et de Roger Martelly, et de Pierre Jacquemin, et de toute une rédaction, parce que c'est une scope, donc du coup, il y a une pluralité d'opinions dans cette revue. Dessine-moi un pangolin, c'est votre livre paru aux éditions. Vous avez coordonné un ensemble de textes aux éditions du Diable Vauvert. Geneviève Gotzinger, présidente de l'agence Image. Vous êtes communicante. Éric Revel, éditorialiste, directeur de la chaîne Azur TV. On vous retrouve tous les matins sur Sud Radio pour les dictos économiques. Donc, vous vouliez redire un mot. On va évidemment parler de l'union de la gauche et des différentes interventions de politiques qui appellent à voter Valérie Pécresse en région parisienne, mais qui, au-delà de ça, indique qu'il y a quand même une rupture importante au sein de la gauche. On va parler du sport. Le sport doit-il rester neutre? Évidemment en référence à ce qui se passe en Hongrie, le drapeau LGBT qui devait être affiché, s'illuminer sur un stade allemand, et ça a été refusé par la fédération, et le variant Delta. Le Covid n'est pas fini. Alors Pierre Jacquemin, un mot, juste vous vouliez revenir sur le coup de cœur de Geneviève? Très rapidement, parce que ça fait partie de mes premiers grands souvenirs, je pense, politiques. Je sais pas, je dois avoir une dizaine d'années, et je me souviens de Jean-Pierre Chevènement, effectivement, ce ministre qui avait fait beaucoup, en tout cas, moi je viens de Limoges, et du côté de Limoges, il y avait eu un sujet migrant à un moment donné. Il était intervenu pour régulariser un certain nombre d'entre eux, et ça fait partie de ces personnalités politiques qui m'ont marqué. Et je partage l'analyse que vous faites sur la figure. C'est une figure qui est redoutablement intelligente. Je ne sais pas s'il le ferait aujourd'hui. C'est un penseur. Non, vous avez raison, parce qu'effectivement, je
pense qu'il y a eu un certain nombre d'évolutions chez lui qui sont assez notables. Et c'est pas étonnant d'ailleurs, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais on se disait ça en antenne, pardon, mais c'est vrai que c'est pas étonnant que des profils comme Natacha Polony, Florian Philippot, même Emmanuel Macron, dont on voit comment ils traitent la question de la sécurité, sont passés par le mouvement de Jean-Pierre Chevènement. Mais mon cher Pierre, je vais pas vous l'appliquer, cette citation de Malraux, ni d'ailleurs à Jean-Pierre Chevènement, mais vous la connaissez sans doute, hein. Si on n'est pas révolté à 20 ans et qu'on l'est encore à 40, c'est qu'on n'a pas de cœur, vous voyez. Bon, ben voilà. Donc chacun fait son chemin et je pense que politiquement, Jean-Pierre Chevènement a fait le sien, que peut-être... Mon cher Pierre, ce que peut-être vous ferez vous-même. Ça veut peut-être dire qu'il faut imposer. Ça va faire la transition avec sans doute mon coup de gueule, mais ça veut peut-être dire qu'à un moment donné, à 40 ans, peut-être les politiques devraient passer la main et être passés à leur retraite, parce que effectivement, mais qui reprennent la vie active comme tout le monde, quoi. En tout cas, ça fait réagir nos auditeurs. Vous savez quoi, mort de rire pour Monsieur Payan. Continuons les copinages. Nous aurons 80% d'abstention. Jamais ils ne comprendront, au lieu de penser au salaire des copains, qu'ils évitent les entreprises françaises, qu'ils évitent aux entreprises françaises de fermer. Éric, on va passer à votre coup de gueule, parce que Pierre, ça va nous emmener sur notre débat. Mais Éric... En fait, c'est un coup de cœur. Hein. Ah oui, c'est un coup de cœur. Oui, mon coup de cœur un peu cynique, un peu provocateur, mais c'est un coup de cœur. Ouais. Moi, j'imagine la scène, si vous voulez, avant le Conseil des ministres, puisqu'apparemment, ils ont failli en venir aux mains. Vous imaginez on a déjà tout vu à l'Élysée depuis 4 ans, mais là, on a failli avoir en fait un ring de boxe avec à ma droite, ceinture jaune, Éric Dupond-Moretti. Bon, il boxe pas tout à fait dans la même catégorie du poids. Hein. Non, mais c'est juste une remarque. Hein. C'est pas une remarque du tout. Là, je vais avoir les attention. De vertu. Non. Et à ma droite, donc, ceinture bleue, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. Bon. Et puis, un petit peu plus loin, j'imagine la scène. 2 femmes qui se font face, également ministres, Elisabeth Borne, la ministre du Travail, et Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, qui se prennent... alors, je ne vais pas dire le chignon, parce que là aussi, on m'a accusé de sexisme, donc je fais gaffe. Bien que maintenant, les hommes peuvent aussi avoir des chignons, donc c'est un peu compliqué. Bon. Mais ce que je veux dire, c'est que vous avez 2 scènes hallucinantes que, si c'était pas plus grave que ça, je trouverais très drôle. C'est Dupond-Moretti presque à coller une beigne à Gérald Darmanin et Madame Elisabeth face à Barbara qui lui dit il pleut pas sur Nantes et fais gaffe à ce que tu as dit sur le Conseil d'État qui a retoqué ma réforme de l'assurance chômage. Mais en réalité, une fois qu'on a fini de rire, je pense qu'on assiste à un truc très intéressant. Très intéressant. En fait, Gérald Darmanin, c'est un politique repéré par Sarkozy, qui vient des Républicains. Qu'est-ce qu'il fait, en fait, l'air de rien ? Eh bien, l'air de rien, sur la pointe des pieds, il est en train de regagner son camp, Gérald Darmanin. Il est en train de regagner les Républicains parce qu'il a vu le sondage et il dit « Mon ami Xavier Bertrand, je vais voter pour lui. J'ai d'ailleurs été son directeur de campagne pour les régionales. Je l'adore. Qu'est-ce qu'il a fait une belle campagne. Qu'est-ce qu'il a un beau bilan. » Il est en train de repartir sur la pointe des pieds dans son parti d'origine. Et je fais la même analyse pour Madame Pompili. Madame Pompili, via son mouvement, dont j'ai oublié le nom, pardonnez-moi, chère Barbara, elle est en train de regagner le parti socialiste ou les écologistes en taillant la route et en signifiant qu'elle est en désaccord. Et au-dessus de ça, vous avez Jupiter, il va y avoir des gros nuages, parce que Jupiter, il voit plus du tout le sol sur lequel ces ministres s'agitent avant ou après les conseils des ministres. Et en fait, on assiste à une fracture ou en tout cas à l'implosion, me semble-t-il, de la République en marche. Et finalement, derrière le nuage qui se dissipe, on se dit, mais en fait, il y a un camp à gauche et il y a un camp à droite, et peut-être que la parenthèse la République en marche du « en même temps » va se dissoudre avec la fin de ce quinquennat. Voilà, à mon avis, ce que je voulais dire. Un peu long, Valérie. Non, mais c'est une très bonne explication de ce qui s'est passé hier. Il faut expliquer que donc que Dupond-Moretti reprochait à Gérald Darmanin d'avoir, vous l'avez dit, soutenu Xavier Bertrand. Il y a eu des phrases qui ont été évidemment répétées. Il a accusé donc Darmanin de trahison, lequel lui aurait répondu commence par gagner une élection. En termes d'image, Arnaud Benedetti, c'est que, enfin, il y a tout ce qu'a dit Éric, mais déjà tout ça, ça fait quand même désordre.
Non, mais alors est-ce qu'on assiste à la fin du macronisme? Parce que si je suis l'analyse d'Éric, c'est quand même cela. Mais le problème de Macron, c'est qu'en fait, Macron, il se voulait le point d'équilibre de la vie politique française. C'est-à-dire, c'est comme ça qu'il a monté son aventure politique et c'est comme ça qu'il a géré son mandat pendant 4 ans. Aujourd'hui, au fur et à mesure qu'on avance de l'échéance fatidique de 2022, au fur et à mesure qu'on voit que les résultats électoraux, élection après élection de la République en marche sont de plus en plus disons, aléatoires, c'est le moins qu'on puisse dire. On voit que finalement, les lignes de fracture qu'il avait réussi à dépasser au sein de son parti, au sein de sa formation, au sein de sa majorité, elles réapparaissent. Donc, c'est d'une certaine façon, quelque part, le constat d'une forme d'échec qui est en train de se dessiner. Alors, c'est vrai que du côté de Darmanin n'a jamais insulté l'avenir vis-à-vis de Monsieur Bertrand. Il n'a jamais été critique vis-à-vis de Bertrand. D'abord, il y a une solidarité qui est une solidarité, j'allais dire régionale, une ancienne solidarité politique, puisqu'en effet, ils ont appartenu à la même formation politique. Et je rejoins en effet ce qui a été dit, c'est-à-dire que on voit quelqu'un qui est en train progressivement de se rapprocher de Xavier Bertrand, parce que Xavier Bertrand apparaît aussi progressivement comme un candidat potentiel qui pourrait, disons, se substituer à Emmanuel Macron le moment venu. Il est un peu tôt quand même, non, pour en l'état 10 mois, vous savez, ça va aller très vite maintenant. Donc on va voir progressivement un certain nombre de mouvements à la marge se construire. Seul contre tous. Il a réussi une performance, il avait absolument. l'ensemble des barons de la Macronie. Alors il faut quand même relativiser les résultats de dimanche, parce que quand on a à peu près 70% d'abstention, il faut regarder ça quand même avec une extrême prudence. D'ailleurs, le sondage là nous dit que 36% des Français, pas plus, vont aller voter pour le second tour. Donc malheureusement, l'étiage et le fiasco démocratique, pour des raisons conjoncturelles et structurelles, va se poursuivre. Mais je voulais ajouter quelque chose, Valérie, à propos de la fin peut-être du macronisme. C'est que, vous voyez, quand on a un président de la République qui nous explique qu'il serait, je crois qu'il a dit sur une chaîne américaine, CNN, souhaitable de déconstruire notre histoire, en fait, il est en train d'apprendre à ses propres dépens qu'on a une histoire politique très forte dans ce pays. Et que le clivage gauche-droite, vous voyez, c'est un peu comme la guerre froide à l'époque des États-Unis et de la Russie. Ce clivage gauche-droite, il est sur une histoire politique dont on nous retirera pas l'essentiel. On a d'un côté Jean-Paul Sartre, on a de l'autre côté Raymond Aron, on a Jean Jaurès, et on a de l'autre côté des économistes libéraux ou des penseurs politiques libéraux. Ce que je veux dire par là, c'est que, on est un vieux pays avec une tradition politique, monsieur Macron. Et cette tradition politique, en fait, qu'est-ce que ça veut dire, ce combat de coq entre Darmanin et Dupond-Moretti? Ça veut dire que vous ne pourrez pas la déconstruire comme ça. Non. Alors, Geneviève. Oui, alors effectivement. Est-ce que c'est la fin de la République en marche et qu'est-ce que ça nous dit, ces altercations? Est-ce que la République en marche a jamais existé? La République en marche a été Emmanuel Macron et point final. À partir du moment où on s'aperçoit qu'Emmanuel, il a jamais bâti un parti, il a jamais rien bâti derrière, et il souhaitait que tout remonte à lui. Et à partir du moment où il se trouve en position d'extrême fragilité, c'est vrai que le château de cartes peut s'écrouler. Ça pose quand même un problème à 10 mois de la présidentielle de loyauté quand même, cette histoire, parce que Darmanin, a une proximité personnelle, une proximité politique avec Xavier Bertrand. Il est néanmoins membre d'un gouvernement, comme les Barbara Pompili. Donc là, il y a un vrai problème de loyauté et d'autorité pour Emmanuel Macron. C'est vrai qu'Emmanuel Macron, en matière de loyauté, on peut lui faire grâce d'avoir... C'est pas le sujet. Il est président de la République. Il est président de la République. Il a deux personnalités qui sont, dans le gouvernement de Jean Castex. Le minimum qu'il peut exiger de ces personnalités, c'est qu'elles lui soient loyales et que ce soit pas les rats quittent le navire à 10 mois de la présidentielle. Donc, Gérald Darmanin est en train de devenir un problème pour le président de la République. Au départ, il était plutôt un plus, plutôt un atout quand il est rentré au gouvernement comme ministre de l'Intérieur. Dupond-Moretti aussi est un problème. Est-ce que pas une erreur de casting du Darmanin, problème, parce que depuis quand même sa participation à cette manifestation des policiers aussi déjà. Progressivement. Il y a quand même des règles du jeu minimales en politique. La loyauté, certes, personne n'est jamais complètement loyal, on est d'accord, mais néanmoins en affichage, on peut pas comme ça, voilà. Et problème,
que tout remonte au chef de l'État. Où est passé Jean Castex depuis le début de la semaine? Il est le chef de la majorité. Il n'y a pas de Premier ministre. Il est censé être le chef de la majorité. On est d'accord. Il est censé être le chef de la majorité, le Premier ministre. Où est-il? Que fait-il? Alors, Pierre Jacquemin va nous le dire. C'est le teasing de la pub. On se retrouve dans un instant. À tout de suite. On est ensemble sur Sud Radio avec vous, 0826 300 300, si vous voulez intervenir. Une réaction à ce que disait, à ce qu'évoquait Éric Revel, Pierre Jacquemin, à propos de ces altercations avant, on va dire, ces engueulades, parce que c'est plus que ça, entre ministres, avant le Conseil des ministres hier, entre Darmanin et Dupond-Moretti, entre Elisabeth Borne et Barbara Pompili. La fin de la République en marche, nous dit Éric Revel. Chacun reprend le clivage gauche-droite est là. Moi, j'ai l'impression, en tout cas, j'ai le sentiment que le clivage droite-gauche n'a jamais véritablement disparu. D'ailleurs, on le voit à travers la politique qu'Emmanuel a menée tout au long de ce quinquennat. C'était une politique de droite. Et là où je trouve... Vous l'appelez Emmanuel? Oui. Comment? Vous l'avez appelé Emmanuel. Vous l'appelez Emmanuel? Ah bah oui, on est très proche avec Emmanuel, évidemment, vous le savez. Emmanuel Macron, a mené des politiques de droite. Et là où il y a une part d'hypocrisie, je trouve, c'est dans la mise en scène d'une conflictualité entre cette droite incarnée par un Xavier Bertrand et cette autre droite incarnée par Emmanuel Macron et les membres de son gouvernement, et qu'il n'y a pas l'épaisseur d'une feuille de papier de cigarette qui les distingue, et qu'en fait on crée un espace politique qui est similaire, qui est le même, et donc ils se parlent entre eux en mettant en scène leurs désaccords, alors qu'au fond Xavier Bertrand va faire la réforme des retraites, il l'a dit, elle est nécessaire. Emmanuel Macron n'aura pas eu le temps de la faire, et il la fera s'il est président de la République une seconde fois. Donc c'est ça que c'est pour ça aussi que je pense que le désintérêt, c'est même pas un désintérêt, c'est la lassitude des Français à l'égard de la politique est compréhensible, parce que la clarté du débat public mériterait d'être mise en scène justement dans le débat public, et c'est ça qui manque, qui pêche aujourd'hui dans cette mise en scène des clashs permanents où il y a à la fois ça, et il y a aussi une part d'individualité dans tout ça. Barbara Pompili qui vient le gouvernement d'Emmanuel Macron, bon, ça paraît pas très cohérent tout ça. Elle s'était engagée à soutenir quand même le candidat socialiste après la primaire de la gauche. Bon, tout ça manque de cohérence, mais encore une fois... mais il était bien obligé d'aller les chercher quelque part, ces ministres. Ils étaient forcément... C'est toujours le problème, d'ailleurs, on va le voir là dans pas longtemps, je pense. On va le voir dans pas longtemps avec le remaniement... Quand on va parler de l'Union de la gauche à Paris, là... Oui, mais juste pour terminer, quand il va y avoir sans doute un remaniement post-régional, on va s'apercevoir à nouveau qu'Emmanuel Macron va avoir du mal à reformer un gouvernement et à mettre en valeur des personnalités qui n'existent pas. Non, mais le problème de Macron, c'est que... Le problème de Macron, c'est que quand même, il a été élu en 2017 avec une base plutôt de centre-gauche. Et c'est vrai qu'ensuite, il a donné des gages en permanence à son aile droite. Donc il est confronté aujourd'hui à la question de la clarification. Mais je suis pas sûr qu'il veuille clarifier, parce que de toute façon, il a réussi à se maintenir jusqu'à présent sur un certain nombre d'ambiguïtés et d'ambivalences. En fait, ce qu'il appelle le en même temps, c'est tout simplement un usage tactique des ambiguïtés en donnant des gages un peu à tout le monde, à droite et à gauche. Aussi, mais ça marche. Sauf que Sarkozy, il avait été clair quand même dans son positionnement dès le départ. Alors c'est vrai qu'il avait donné quelques gages en faisant rentrer quelques ministres de centre-gauche lorsqu'il avait formé son gouvernement, mais quand même il avait gardé une ligne qui était une ligne assez claire. D'ailleurs, pour son électorat, la meilleure preuve, c'est que le score qu'il fait au premier tour de l'élection présidentielle en 2012 et même au second tour de l'élection présidentielle en 2012 montre quand même qu'il a encore un socle électoral à droite qui est clairement identifié. Avec Emmanuel Macron, à mon avis, c'est beaucoup plus compliqué. Et je pense que c'est les limites de sa stratégie. Mais on l'a vu depuis le début. De toute façon, c'est bien la difficulté qui est la sienne. Je suis d'accord. Ça marche une fois, c'est plus compliqué la deuxième fois. Alors, Pierre, vous allez nous faire l'introduction du sujet qui vient avec votre coup de gueule. Alors, oui, c'est un coup de gueule. Je pourrais avoir plusieurs coups de gueule sur ce sujet-là, je pense, parce que on a appris hier ou ce matin, je crois, que l'ancien président de la région Île-de-France socialiste... qui portait une coalition de gauche, de communistes, d'écologistes en Île-de-France, qui a été battue par Valérie Pécresse à la dernière élection régionale, appelle à faire front contre cette gauche qui tétanise visiblement Valérie Pécresse, et appelle à voter pour Valérie Pécresse de la même manière qu'Emmanuel Valls a appelé aussi à faire un front contre cette gauche qui serait terrible, méchante, dangereuse, ou que sais-je encore, et
Manuel Valls appelle aussi à voter pour Valérie Pécresse. Et donc oui, c'était un coup de gueule parce que d'abord ça dit aussi le niveau de déliquescence de ce qu'est le Parti socialiste, parce que beaucoup des anciens socialistes sont soit partis chez Emmanuel Macron, soit ont déserté un peu le champ politique, un peu comme Vincent Payon dont on parlait tout à l'heure. Et les seuls qui existent, comme on a ressorti sur les plateaux de télévision d'ailleurs le soir du premier tour la semaine dernière, les Jean-Marie Le Guen, les François Rebsamen ou encore le Stéphane Le Foll, tous ces gens-là, on les invite comme étant des cautions de gauche sur les plateaux de télé et qui viennent dire qu'il faut faire front contre la gauche en votant pour la droite conservatrice de Valérie Pécresse. Tout ça est absolument improbable, ou en tout cas incompréhensible, je pense, pour une partie des gens, parce que, bon, Julien Bayou, on pense qu'on vote Julien Bayou, mais il a réussi à réunir autour de lui une coalition des socialistes, des communistes, des insoumis. Il porte un projet, Valérie, je termine. Il porte un projet qu'il faut regarder. Il parle de gratuité des transports, gratuité des cantines scolaires, il parle d'écologie, de conditionner les aides de la région de France aux entreprises. Il parle pas d'autre chose, Julien Bayou. Je vois pas en quoi le programme de Julien Bayou tel qu'il est porté aujourd'hui serait un anti-républicain tel que Manuel Valls peut l'expliquer. Personne ne comprend ça. On voit bien dans l'intention de Julien Bayou qu'il y a là un projet de gauche traditionnel. Non, mais Julien Bayou, il sort pas de nulle part, il vient pas d'arriver de nulle part, Clémentine Autain non plus, et Audrey Pulvar non plus. Qu'est-ce qu'il a fait de déshonorant, Julien Bayou? Ce qu'on leur reproche principalement, c'est d'avoir contribué d'être anti-laïcité. Anti-laïcité, mais pourquoi? Mais donnez-moi des exemples, Valérie, c'est quoi être anti-laïque? Non, mais c'est quoi des exemples d'anti-laïcité? Julien Bayou propose de créer... C'est par exemple la participation à la manifestation islamo-gauchiste. Mais c'est quoi une participation à la manifestation islamo-gauchiste? J'étais à la manifestation dans laquelle certains crient al-Akbar. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a deux gauches irréconciliables aujourd'hui. Il y a deux gauches irréconciliables. Il y a une gauche complotiste, et il y a Manuel Valls. Manuel Valls, il y a longtemps qu'il a déserté la gauche. Et on ne peut pas dire que Manuel Valls soit de gauche. Il participe à des manifestations d'extrême droite en Espagne. Manuel Valls, si vous voulez faire le portrait de Manuel Valls, je finis, Valérie. Des vrais gens de gauche qui n'iront pas voter pour cette coalition. Valérie, ce ne sont pas des vrais gens de gauche. Personne de gauche peut aller voter pour Valérie Pécresse, qui s'est opposée à la loi du mariage pour tous, qui a dit d'ailleurs qu'elle voulait démarier des homosexuels si elle devait être un jour en responsabilité. C'est une droite conservatrice. Elle l'a dit, elle l'a même redit ce matin, elle a dit qu'elle avait fait une connerie, elle l'a dit sur France Info ce matin quand elle avait fait ça. Donc c'est bien de s'en rendre compte quelques jours plus tard. Elle a jamais dit qu'elle allait démarier. Elle ne dit pas qu'aujourd'hui elle va démarier des homosexuels. Non, elle le dit plus, mais c'est ce qu'elle a dit. Aujourd'hui, elle comprend que le mouvement, la société a changé, et donc elle dit qu'elle a fait une connerie. Ce qui est tout à fait honorable de reconnaître qu'elle a fait une connerie. Votre gueule, c'est de dire Jean-Paul Huchon. Mais ces gens, ils ont déserté la gauche il y a longtemps, qu'ils ont abandonné de faire des politiques de gauche. Et en plus, je finis là-dessus. Mais c'est pas la laïcité, c'est pas ces valeurs-là. Vous pouvez faire le procès de qui vous voulez en permanence, mais regardez et analysez ce que disent les gens. Julien Bayou, dans son programme, propose un laboratoire. Qui a supprimé le laboratoire de la laïcité dans le pays? C'est ce gouvernement. Ils ont supprimé le laboratoire de la laïcité. C'était pas un laboratoire de la laïcité respectable. C'était pas un observatoire respectable. Mais pourquoi, Valérie? Parce que vous n'étiez pas d'accord avec leurs analyses? Non, c'est ça en fait. Non, je n'étais pas d'accord avec les... C'est pas acceptable. Non, c'est pas acceptable quand on défend la laïcité de se compromettre avec des gens qui sont. Mais parce que vous n'aimez pas les gens avec qui fréquentent. Mais dites pas que c'est parce qu'ils vous aimez pas les gens. Quand Jean-Luc Mélenchon a attaqué à retourner sa veste, il était aux obsèques de Charb et qu'il défile avec des gens qui prônent, qui sont aux côtés des islamistes. Oui, je suis désolée, c'est pas ce que j'appelle la gauche laïque. Mais moi, vous pouvez penser ce que vous voulez, mais Valérie, Julien Bayou propose de créer un observatoire en Ile-de-France de la laïcité. Je ne vois pas en quoi vous pouvez reprocher à qui que ce soit. J'en sais rien, je ne suis pas le défenseur du programme de Julien Bayou, je relève que dans le programme de Julien Bayou, il y a la création d'un observatoire de la laïcité. Je note que dans le programme de Julien Bayou, il y a les questions de solidarité qui sont au cœur de son projet. Il faut arrêter de vouloir diaboliser cette gauche-là qui, pour moi, me paraît être une gauche responsable, unie pour la peine, dont on reproche tout le temps qu'elle est tout le temps désunie. Elle arrive à se mettre d'accord sur un programme. C'est une gauche indigéniste, c'est une gauche... Mais Valérie, vous sortez des... Alors, islamo-gauchistes, indigénistes... On va y revenir. Ça veut dire quoi? Il y a quoi derrière ces mots, Valérie? C'est ça qu'il faut dire. Il faut arrêter d'accuser les gens de tout et n'importe quoi. Allez, un débat animé autour de la gauche, de ces deux gauches. Surtout, je me sens bien seul, Valérie, là, je crois. Oui, Eric Revel va peut-être vous défendre. Surtout, vous allez... On n'a pas parlé encore. C'est vous qui allez parler, mais surtout, faisons le constat quand même que la gauche est quand même totalement atone. Elle n'existe quasiment plus dans le pays. Donc en quoi cette gauche-là sera un danger? Je vous pose la question, vous avez 4 heures. Enfin, moi, je pense que la gauche a toujours été divisée.
divisée. Hein. Donc, vous savez, dans les années 70 et dans les années... la gauche était divisée. Aujourd'hui, le problème de la gauche, c'est qu'elle n'arrive pas à trouver une personnalité qui soit capable de faire tenir un certain nombre de courants qui sont parfois contradictoires. Alors, elle avait réussi du temps de François Mitterrand, elle avait réussi finalement du temps de Lionel Jospin avec la fameuse notion de gauche plurielle. François Hollande y était parvenu, en tout cas pour être élu. Ensuite, on a vu que c'était beaucoup plus difficile. Moi, je pense quand même que sur le fond, aujourd'hui, il y a quand même, en effet, plusieurs gauches. Il y a une gauche qui est attachée à un logiciel républicain, qui est le logiciel républicain classique, qui était celui de Jean-Pierre Chevènement, et dont Manuel Valls, alors à sa façon, même si on peut critiquer Manuel Valls sur son tourisme électoral, je rejoins Pierre Jacquemin. Tourisme géographique aussi, d'ailleurs. Oui, bon, malgré tout, c'est ce qu'il exprime. Et cette gauche-là, elle a toujours existé, d'ailleurs. Hein. Cette gauche républicaine, elle a toujours existé. Regardez dans les après-guerre. Elle était incarnée par des gens comme Jules Mock, par exemple, qui avait été ministre de l'Intérieur, qui exprimait bien cet attachement. Il se trouve quand même que maintenant, depuis un certain nombre d'années, il y a une gauche qui semble se détacher de ce logiciel politique. Et ce qui lui pose problème, moi je crois fondamentalement que le problème de la gauche, c'est qu'elle a laissé filer les classes populaires depuis maintenant les années 90. Et je ne suis pas du tout sûr que ça soit avec les positions de M. Bayou, de Mme Autain et de Mme Pulvar, que la gauche soit en mesure de reconquérir les classes populaires. Mais c'est quoi leur position ? Les classes populaires, c'est certainement, on va pas les reconquérir en tenant des discours qui sont ambigus, qui sont ambivalents, qui sont perçus en tout cas comme ambigus et qui sont perçus comme ambivalents, qui d'ailleurs le démontrent. On est d'accord qu'on parle d'une élection régionale. Une élection régionale, on connaît les compétences des régions. On parle pas de la question nationale. Voilà, il faut juger ces gens-là à partir des projets qui sont les leurs. Le projet dans les lycées, les projets sur l'aménagement urbain. C'est ça qu'il faut juger quand même. En quoi c'est dangereux les propositions de Julien Bayou, Clémentine Autain, Audrey Pulvar à l'échelle de la région Île-de-France? Je suis d'accord que le débat est régional, il devrait être en effet concentré sur les compétences des régions, mais il n'en demeure pas moins que s'il y a une partie de la gauche qui ne va pas voter dimanche pour l'alliance Bayou-Autain, c'est tout simplement parce qu'elle considère que cette gauche, sur un certain nombre de questions qui sont des questions essentielles à ses yeux, ne représente pas en tout cas son courant de pensée. Et alors, ça c'est une réalité électorale. Éric Revel. Écoutez, je vais venir au secours de Pierre, mais malheureusement, ça va être un peu compliqué. Arnaud citait, je pense, à bon escient, Mitterrand, Jospin, mais qui, lui, n'a jamais été élu président de la République, ou François Hollande. En fait, quand vous regardez les septennats de François Mitterrand ou le quinquennat de François Hollande, vous apercevez que très rapidement, la gauche classique, elle se heurte au mur des réalités. Elle se heurte au mur des réalités. Mitterrand, il a fait une politique de gauche qui a emmené l'économie française dans le mur de 81 à 83. Mais il est resté au pouvoir 12 ans. Vous voyez, c'est peu, hein, pour un président socialiste incarnant l'union de la gauche. 2 ans sur 12 ans de mandat, il a fait pendant 2 ans une politique de gauche. François Hollande, c'était encore plus court. Il n'a pas vraiment fait une politique de gauche, à part quelques grandes mesures sociétales dont la gauche, elle se crée, l'abolition de la peine de mort sous François Mitterrand ou le mariage pousse-tous pour François Hollande. Ça ne coûte pas d'argent et ça fait plaisir au peuple de gauche. Bon, très bien. Mais pour le reste, mon cher Pierre, c'est un vrai sujet. Et l'alliance dont on parle dans l'Île-de-France, je regardais les déclarations de M. Bayou. Je vais vous en citer une, parce que vous avez dit tout à l'heure une demi-contre-vérité, une contre-vérité totale, mon cher Pierre. La gratuité des transports que voulait Mme Pulvar, non, ça y est, c'est fini. Hein. Il n'y a plus de gratuité des transports. Alors, si vous écoutez bien, ils sont tous pour la gratuité des transports. Attendez, je termine. Non, mais vous vous trompez, en fait. Elle est extrêmement ciblée. C'est plus du tout la mesure que proposait Audrey Pulvar, et pour une raison très simple, c'est qu'elle n'est pas finançable. Donc, en fait, monsieur Bayou, une radio concurrente, a dit non, attendez, on va restreindre la gratuité des transports. Et vous savez ce qu'il a dit? On ne peut pas faire les 32 heures, on peut faire 35 heures. On va offrir un vélo à tous les lycéens. Non, c'est pas ça. Il a dit, nous devons concilier, je lis ces déclarations, nous devons concilier l'urgence sociale et le possible financièrement. Tiens, monsieur Bayou nous parle de réalité financière, mais il a raison. C'est pour ça qu'il a restreint considérablement le champ de la gratuité des transports. Donc, cette mesure phare d'Audrey Pulvar, à mon avis, c'était un non-sens économique. Bon, mais cette mesure phare d'Audrey Pulvar,
elle est abandonnée en réalité en race campagne, mon cher Pierre. Alors, je peux répondre ou pas? Il faut dire les choses, il faut être précis. Alors, c'est comme quand Audrey Pulvar dit l'ISF n'a pas été supprimé. Il a été réaménagé, mais il n'a jamais été supprimé. Il faut être précis et arrêter de prendre vos électeurs pour des gens qui sont... Alors, mon cher Éric Revel, si vous êtes tout à fait honnête, vous vous apercevrez que les trois portent le même discours sur la question de la gratuité. La gratuité des transports, c'est un horizon vers lequel il faut aller et les trois le disent. En revanche, il y a effectivement, chez Julien Bayou et chez Clémentine Autain, il y a une forme sans doute d'honnêteté politique de dire que cette gratuité totale ne peut pas se faire au cours d'un seul mandat. Et donc la priorité doit être portée, c'est ce que disait Audrey Pulvar et qu'il y avait une forme de cohérence aussi. Elle disait la gratuité est possible là tout de suite maintenant parce que la réforme de la loi climat telle qu'a été proposée par le gouvernement peut permettre à la région de lever un impôt et notamment sur les trafics les plus polluants et les entreprises les plus polluantes, c'est ce que proposait Audrey Pulvar. Mais maintenant ils ont décidé effectivement dans le cadre d'une coalition de ne pas proposer la gratuité totale, de proposer une gratuité d'abord sur les personnes qui sont les plus vulnérables, les plus précaires, les jeunes, les moins de 25 ans, les chômeurs et ceux qui vivent dans la précarité. Faut pas dire qu'ils ne sont pas pour la gratuité et qu'ils auraient un désaccord. Il y a pas, c'est ce que disait tout à l'heure Arnaud, c'est qu'il n'y a pas un désaccord là-dessus. Mais je suis content qu'on aille sur ce terrain-là, parce qu'on voit bien que dans tous les débats aujourd'hui, ce qui s'impose dans le débat des régionales, c'est la question de la sécurité. Valérie Pécresse, on se souvient tous quand même qu'elle a été ministre du budget et des comptes publics, qui a fait réduire le nombre de policiers en France, qui fait aujourd'hui tout un programme sur la question de la sécurité, reprenant les termes de Jordan Bardella. On sort des programmes. Et je parle sous le contrôle. Bah oui, mais c'est ça qui intéresse les gens, en vrai. C'est pas islamo-gauchiste. Hygiéniste ou que sais-je encore. Bah, c'est pas le sujet. Enfin, moi j'ai l'impression qu'on est. Vous avez envie d'enfermer ces gens. On est à côté du sujet. Pourquoi vous avez enfermé des gens comme ça sur des qualificatifs qui ne veulent absolument rien dire. Bien sûr que ça veut dire quelque chose. Valérie, vous êtes contre sans doute la question des réunions non mixtes, mais c'est l'histoire de l'humanité presque de s'organiser dans des réunions non mixtes. Bien sûr. L'histoire de l'humanité. Tant qu'elles ne sont même pas. Attendez, le syndicalisme il est né comment? C'est des salariés qui s'organisent pour prendre des décisions ensemble qu'elles vont porter devant le patron. C'est la même chose. Donc, mais juste cessons d'enfermer les gens et ayons un tout petit peu de nuance. C'est vous qui les enfermez. Clémentine Autain, vous la décrédibilisez en permanence, pas vous Valérie, mais c'est moi à la décrédibiliser. Ça a été une adjointe de Bertrand Delanoë à la mairie de Paris. On peut pas dire qu'elle était une méchante indigéniste ou que sais-je encore à la mairie de Paris. Les programmes, c'est ce qui intéresse les gens. Sur quoi Manuel Valls, sur quoi Jean-Paul Huchon, ou sur quoi les gens. Jean-Paul Huchon, le bilan de Valérie Pécresse n'arrête pas de lui taper dessus. Sur quoi est-ce que les gens qui votaient à gauche aujourd'hui disent je ne veux pas voter sur cette liste? C'est ça la question. C'est sur la question de la République. C'est sur la question de la République. Bien sûr. Tous les sondages l'expliquent et je pense que peut-être qu'ils sont complètement à côté de la plaque. Non. S'ils prennent ces positions aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont pas la même conception. Jean-Paul Huchon. Alors est-ce que Geneviève peut parler? Je finis juste une chose. Qu'est-ce que les Français sont préoccupés par quoi? Ils vous disent pas ma préoccupation c'est la République, ma préoccupation c'est l'emploi, c'est la question de sécurité, certes. C'est pas la question de la République. Vous votez pas pour quelqu'un qui a pas les valeurs que vous défendez. Exactement. C'est pas parce qu'on va vous donner le vélo gratuit que vous allez voter pour quelqu'un. Vous êtes le juge de ces gens-là et vous considérez qu'ils ne portent pas vos valeurs. Vous avez le droit de dire que vous êtes en désaccord politique avec eux. Vous n'avez pas le droit de les discriminer ou en tout cas de les interdire. Mais en quoi j'ai discrimine? En tout cas, vous les enfermez dans des étiquettes indigénistes, islamo-gauchistes qui ne veulent absolument rien dire. Mais c'est pour ça que les gens ne veulent pas, que les gens de gauche qui ne vont pas voter pour eux. C'est notre boulot de journaliste d'expliquer aux gens que ces mots ne veulent rien dire. Vous êtes en désaccord politique et vous pouvez le dire, mais il faut dire aux gens que ça ne veut rien dire et que derrière les gens, il y a des gens qui veulent avoir des responsabilités politiques. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. D'ailleurs, la ministre qui a demandé une enquête sur l'islamo-gauchisme, elle a été renvoyée balader par l'ensemble des chercheurs, dont vous allez dire qu'ils sont sans doute des islamo-gauchistes et donc c'est normal qu'ils sont pas. Excusez-moi. Il y aura pas d'enquête parce que ça n'existe pas l'islamo-gauchisme. C'est quoi islamo-gauchiste? Si je suis un islamo-gauchiste, c'est ce que je vous disais, Valérie, vous appelez la police et vous mettez les menottes à la sortie du studio. Parce que ça veut dire que je suis un danger pour la puissance publique et pour l'intérêt collectif. Donc il faut arrêter de dire les gens et enfermer les gens dans des étiquettes qui ne veulent rien dire. Mais alors répondez-moi, pourquoi Julien Bayou propose un projet de solidarité écologique en Île-de-France. Pourquoi est-ce que les gens de gauche ne vont pas voter pour cette liste? C'est pas que les gens de gauche. Un certain nombre de gens de gauche on n'a pas fait le second tour encore. Ils vont peut-être créer une surprise en Île-de-France, comme c'est le cas d'ailleurs que vous avez sans doute traité d'islamo-gauchiste, parce que dans les pays de la Loire, Monsieur Orphelin, qui vient des macronistes, fait une alliance avec la France insoumise, les socialistes et les communistes dans les pays de la Loire, et il envoie de l'emporter face à un François de Rugy, membre de la majorité, et qui risque de prendre une très grosse déculottée. C'est des dangereux en puissance aussi qui vont prendre la région des pays de la Loire. Non, il faut arrêter, il faut regarder les programmes, et je pense que pour la peine,
pour changer véritablement la vie des gens, parce que c'est ça qui se passe à l'échelle d'une région. Quand on est président de région, on change la vie des gens. Et regardez le programme de Julien Bayou, je crois que c'est le plus humaniste, c'est le plus écologiste. Faites pas la promo. Bon, écoutez, non mais pardonnez-moi, on vote pas. Je vois le bilan de Valérie. Oui. Allez-y, on vote pas uniquement quand on va voter, quand on se déplace pour voter. On vote pas uniquement pour ce qu'on estime ses intérêts. Effectivement, on peut tous avoir envie d'avoir un vélo gratuitement pour se déplacer ou d'avoir la gratuité des transports, mais on vote pas pour ça. On vote aussi parce qu'on a des convictions fortes. On vote parce qu'on a une espèce de corpus de valeurs auxquelles on croit. Et effectivement, ces gens-là s'écartent de la République, s'écartent des valeurs traditionnelles de la République, s'écartent de la laïcité. C'est ce que je considère par un certain nombre d'actes. Et c'est pour ça qu'il y a aujourd'hui deux gauches irréconciliables et que la gauche républicaine, incarnée dans d'autres régions, par exemple par quelqu'un comme Carole Delga ou comme quelqu'un comme Éric Rousset. Qui fait des accords avec les communistes de la même manière et pas avec la France insoumise, pas avec certains écologistes aujourd'hui qui ont rompu avec cette image traditionnelle et ces valeurs républicaines. C'est tout. Et quand on vote avant tout pour des valeurs. On ne vote pas uniquement pour son ventre ou pour ses intérêts. En quoi vous exposiez les raisons pour lesquelles ces gens se sont mis en dehors de la République. Vous vous rendez compte qu'on est en train de dire que la gauche est le danger pour la République, alors que Marine Le Pen est pas la gauche, mais absolument pas la gauche. C'est ça qu'on est en train de se dire. L'extrême droite est aux portes du pouvoir et c'est Jean-Luc Mélenchon l'ennemi de la République. Il y a plein de contradictions à gauche. C'est un peu la même chose. Pour au sein même de l'alliance qui est aujourd'hui construite en Ile-de-France, quand vous voyez la position de monsieur Olivier Faure sur Jean-Luc Mélenchon, il considère que lui-même, que Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui ne tient plus un discours qui est un discours conforme au canon de la République, en tout cas tel que le pense monsieur Olivier Faure. Et dans le même temps, le Parti socialiste soutient madame Audrey Pulvar qui fait une alliance avec la France insoumise de Clémentine Autain. Je ne suis pas sûr que toutes ces circonvolutions contribuent à clarifier le positionnement de la gauche dans l'esprit des électeurs. Peut-être au contraire que c'est la recomposition, la reconfiguration d'une gauche qui accepte qu'il y a des différences, mais qui a sans doute davantage de convergence sur les questions écologiques, sur les questions sociales, sur les questions économiques, plus que sur les questions qui fâchent, qui sont les questions de République, et où franchement, il y a très peu de désaccords. Sur la lecture des choses, il faut avoir fait un tout petit peu de lecture intellectuelle pour comprendre que les termes que l'on utilise sont des termes beaucoup plus structurés sociologiquement, qu'ils ont un sens politique, certes, mais qu'il n'y a pas de désaccord entre de la gauche sur les questions de République. Quand Anne Hidalgo explique que les Verts ont un problème avec la République, mais de quoi on parle, pardon, mais... Anne Hidalgo qui doit vraiment regretter. C'est elle-même qui crée sa majorité. Elle doit vraiment regretter d'avoir donné à Audrey Pulvar une telle visibilité, parce que franchement, ça lui retombe dessus aujourd'hui. Je pense qu'ils ont bien fait de choisir une femme comme Audrey Pulvar, qui a réussi à rassembler, et surtout le problème, on l'a vu, c'est sans doute le Parti socialiste, parce que c'est eux qui ont le plus tiré à boulet rouge sur Audrey Pulvar. Allez, on marque une pause et on se retrouve dans un instant. À tout de suite. Bon, on va changer de sujet. Pardon ? Non, je sais pas. On va changer de sujet, comme vous voulez. Vous voulez qu'on parle de Jean Castex qui vient d'annoncer un plan d'attaque de 7 jours dans les Landes, puisque le variant Delta, puisqu'il ne faut plus mais je ne sais pas, c'était un urgent du Parisien. Donc le variant Delta qui est signalé dans 85 pays depuis sa découverte en Inde, puisqu'on ne dit plus le variant indien mais le variant Delta et qui fait craindre aux scientifiques et aux autorités françaises une reprise de l'épidémie de Covid-19 au Portugal, en Angleterre, en Israël visiblement ça repart. Israël qui a annoncé qu'il n'y aurait pas de touristes avant le 1er août, ça a été annoncé ce matin, et visiblement dans les Landes un cluster, et il y a urgence à agir. Geneviève Götzinger. Il y a peut-être urgence à vacciner totalement le personnel soignant et les personnes en état de fragilité. 40% du personnel soignant encore qui n'est pas vacciné, 20% des personnes de plus de 80 ans, donc 1 sur 5 qui n'est pas vaccinée. On sait quand même que même contre ce variant indien ou Delta, comme vous voulez, la vaccination, c'est une relative assurance de ne pas développer des formes graves de la maladie. D'être hospitalisé. Voilà, exactement. Donc, à quand la vaccination obligatoire pour les soignants ? La vaccination ralentie, alors ? La question, la réponse. Je sais pas, enfin, ça veut dire parce qu'on est arrivé au plafond d'acceptabilité. Oui, c'est ce que je crois, parce qu'aujourd'hui on a les moyens de vacciner. On a les moyens de vacciner, on a les doses. On ferme des centres de vaccination. On a les infrastructures. Il n'y a plus de prise de rendez-vous pour les premiers. Donc il n'y a plus de soucis pour se vacciner. Ça veut dire que oui, on est en train de toucher finalement le seuil incompressible de gens qui ont des difficultés à se faire vacciner. Il ne faut pas imposer la vaccination obligatoire pour un certain nombre de catégories. Que les soignants qui sont censés protéger puissent
ne pas être vaccinés, et donc eux-mêmes contaminer les personnes qui sont censées protéger. Il est sur votre ligne, Jean Castex, puisque ce plan d'attaque, il a annoncé donc 7000 doses supplémentaires de vaccins seraient à disposition dans le département. Serait à disposition dans le département. Et la livraison de 6000 autotests. Et il a dit que les jauges reviendraient dans les commerces si ça ne s'arrangeait pas. Je ne sais pas ce qui se passe, il y a un problème de son qui nous revient. Oui, bon. On a Jean Castex en direct. Oui, on a Jean Castex en direct. Et Éric Revel. Éric, est-ce que ça vous inspire ? Non, ça m'inspire pas grand-chose. Bon, on sait qu'il va y avoir des remontées. On sait qu'il y aura d'autres virus. Il faut apprendre à vivre avec. Enfin, tout ça, on l'a dit, redit et redit. Bon, voilà, ça se trouve, on sera fermé au mois d'août, tout sera... Bon, voilà. Non, ce qui est paradoxal, c'est le sentiment quand même de très grande liberté. On voit les gens, on n'a plus de masques dans la rue, les rassemblements sont de plus en plus nombreux et on a l'impression que c'est fini. Or, visiblement, c'est là pour nous rappeler que c'est pas tout à fait fini. Mais il a été encouragé par l'exécutif, ce sentiment de très grande liberté. Je rappelle quand même qu'ils ont avancé d'une semaine ou de 10 jours la levée du couvre-feu, l'ouverture des restaurants. Donc, bon, il est naturel que la population se libère à partir du moment où la parole politique et la parole publique lui dit vous pouvez vous libérer. Mais moi, je trouve que, je sais pas, il faudrait voir un peu le contenu de cette annonce. Mais c'est vrai que ça donne le sentiment de faire du yo-yo, quoi. Et je suis pas sûr que ça soit très rassurant pour l'opinion publique. Non, mais enfin, l'opinion publique, elle a pas envie d'être confinée, elle a pas envie d'avoir des masques, elle a pas envie d'être. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que le Premier ministre n'est plus muet. Ça, c'est une chose. Eric, pardon, je vous ai interrompu. Oui, c'est effectivement, il va y avoir des doses, sauf que les gens, s'ils veulent pas se faire vacciner, ils se feront pas plus vacciner. Oui, bien sûr. Ouais. D'ailleurs, moi, je vais vous dire, je suis pas vacciné. Et vous voulez pas vous faire vacciner ? Si, je veux bien me faire vacciner, mais bon, voilà, j'ai pas une défiance vis-à-vis du vaccin, si vous voulez, mais vous n'avez pas eu le temps. Je sais plus trop quoi penser de tout ça. Vous voyez, l'autre fois, je me balade dans la rue là, après la fin des masques. Je vais vous raconter ma vie, en banlieue parisienne. Là, il y a une dame qui m'a engueulé parce que j'avais un masque. Ah oui. Ouais. Ah ouais. C'est quand même bizarre, c'est-à-dire que je n'ai pas compris ce qu'elle me disait, donc moi comme je suis un peu sans chaud, je me suis arrêté, je lui ai dit mais qu'est-ce que vous avez madame ? Elle me dit pourquoi vous portez votre masque ? Je dis mais je porte le masque parce que j'ai envie de le porter. Donc en fait on ne sait plus le porter, pas le porter, se faire vacciner. Oui non mais c'est vrai. C'est vrai qu'il y a un peu de confusion. On est fatigué. J'espère qu'on a appris au cours de l'épidémie qu'on vient de traverser, qu'on traverse encore, les leçons des erreurs de la pratique en termes de communication de ce gouvernement. J'espère que s'il devait y avoir une recrudescence, oui, moi non plus, hélas, j'en suis pas si certain, mais bon, allez, faisons-leur un peu crédit et espérons-le, parce que c'est vrai que s'il devait y avoir une recrudescence en plus en plein milieu de l'été, j'espère que le gouvernement est prêt à donner des informations cohérentes sur la manière dont les Français doivent se comporter. Et évidemment, ça va être très difficile de rendre acceptables des décisions qui pourraient être des décisions dures, même si tout le monde, si en plus d'avoir été vacciné, il faut reprendre des mesures de confinement, de restrictions sanitaires, ça risque d'être très très compliqué effectivement, et ça risque d'être un très mauvais credo pour Emmanuel Macron. Oui, en année présidentielle, s'il est obligé de reconfiner, s'il y a une nouvelle. On n'en est pas là, évidemment, mais c'est vrai que ce que vous avez cité, Valérie, notamment en Israël, peut paraître inquiétant. Un peu inquiétant. On dit quand même quelques mots de ce qui se passe. C'est évidemment la coupe, l'Euro de foot, carton. Hier soir, plus de 15 millions de personnes devant le match. Et la tension est montée hier entre plusieurs dirigeants européens et la Hongrie au sujet d'une loi jugée homophobe de Budapest. Alors que l'Allemagne se parait des couleurs de l'arc-en-ciel avant le match, l'UEFA, qui est au centre de cette controverse, puisqu'elle a refusé de laisser le stade de Munich être illuminé aux couleurs de la communauté LGBT. Donc, est-ce que c'est le rôle du sport ? Est-ce que là aussi il y a des engagements à géométrie variable ? À chaque fois, il y a le Qatar qui revient dans les indignations. Le sport a toujours été une ressource politique.
C'est pas nouveau. Hein. Oui. On va pas remonter aux Jeux Olympiques de 36. Non, mais l'engagement de certains joueurs sur certains sujets, mais pas sur d'autres. Et est-ce que effectivement le sport peut aider à sensibiliser, en particulier sur les lois qui ont été passées en Hongrie? Oui, alors je pense que le sport a un rôle à jouer, et surtout on a toujours tendance à expliquer que les footballeurs ce seraient juste des sportifs sans tête et sans intelligence. On voit bien que de plus en plus les sportifs prennent des engagements et qui sont des engagements tout à fait honorables. Il y a longtemps, l'équipe de France prenait des engagements sur notamment les questions antiracistes. On le voit aujourd'hui avec des figures comme Ronaldo qui pose la question du capitalisme en refusant de mettre des bouteilles de Coca-Cola sur leur pupitre. Là aujourd'hui sur la question LGBT, sur la question LGBT, il y a plus révolutionnaire quand même. Mais vous avez vu Ronaldo. Pardon, sans doute il y a plus révolutionnaire. Vous avez vu combien? Non mais c'est. Attendez, ok, mais ça vient de ma parole. Peut-être c'est moins crédible, mais si c'est quelqu'un d'autre. Vous avez vu comment ça a été, comment la bourse a fait chuter le cours de Coca-Cola. On avait un très grand spécialiste du sport qui disait que c'était vraisemblablement pas contre Coca, mais qui voulait boire de l'eau, et que son geste a été mal interprété. Peu importe, mais en tout cas la parole des sportifs est intéressante et elle est légitime au titre qu'ils sont aussi des citoyens. Et le Qatar, précisément le Qatar, vous voyez comment le mondial a voulu organiser en tout cas l'UEFA a expliqué que les conditions dans lesquelles devrait se dérouler le Qatar, et que la question des droits de l'homme serait une des conditions pour le maintien ou non de l'organisation du mondial de football. Alors évidemment on n'ira pas jusque là, mais il y a une petite pression quand même qui fait toujours un peu plaisir à voir. Heureusement que la question des droits de l'homme sera au cœur de ça. Et par contre effectivement l'histoire du stade de Munich qui n'a pas du coup porté les couleurs du drapeau LGBT est quand même un problème en soi. Eric, vous en pensez quoi? Et surtout la décision de l'UEFA qui est quand même lunaire. Il faut pas tomber de l'échafaudage. Le sport a toujours été un vecteur politique. Je veux dire, à l'époque de l'Union soviétique ou de l'Allemagne de l'Est, il fallait que les championnes, y compris dopées de ces pays-là, gagnent parce que c'était une façon d'affirmer sa suprématie politique. Donc le sport et la politique, qu'on joue pas les biches effarouchées, ça s'est toujours entremêlé. Et voilà. Maintenant, la question, si vous voulez, je vais vous dire comme je la pense. Valérie, vous avez raison. C'est-à-dire que on a une espèce d'indignation un peu à géométrie variable. Parce que si je prends notre super attaquant Griezmann, qui prend fait et cause pour le drapeau, mais qui va quand même se rendre à la Coupe du Monde au Qatar, alors que 6 000, 7 000 personnes ont perdu la vie pour construire des stades au Qatar, là, j'entends pas nos footballeurs millionnaires s'indigner. Pas sûr que les droits des homosexuels au Qatar sont particulièrement respectés. Deux choses l'une. Ou bien la Hongrie à des lois liberticides et qui vont elle participe pas au mondial, contre la reconnaissance de minorités, et alors il faut l'exclure de l'Union européenne, ou bien la Hongrie reste dans l'Union européenne, mais alors vous pouvez imaginer, d'ailleurs je vous signale que Viktor Orban, le Premier ministre, devait venir à Munich assister au match hier soir, Allemagne-Hongrie, et qui n'est pas venu créant en s'imaginant qu'il allait y avoir un incident, parce que dans ces cas-là, vous pouvez comprendre la position de l'UEFA, c'est-à-dire que si vous mettez en porte-à-faux un pouvoir politique en Europe, vous risquez de lourds incidents. Ou alors il faut exclure. Non, mais c'est ça, c'est qu'il faut aller au bout. Il faut exclure la Hongrie de compétition européenne et de l'Union européenne. Même de l'Union européenne. Comme on le faisait avec l'Afrique du Sud du temps de l'apartheid. Absolument. D'humilier politiquement l'équipe de Hongrie, d'humilier politiquement son gouvernement. On peut en penser ce qu'on en veut. Mais deux choses l'une, ou on l'exclut, ou on la garde. Mais si on la garde, et puis la dernière question que ça pose, c'est les valeurs communes européennes sur ces sujets. Là, elles sont où? C'est une très bonne question. Merci à tous les quatre. Dans un instant, André Berkoff, très bonne journée sur Sud.